Malheureusement, les ultras de l'affairisme mafieux qui sont au sommet du pouvoir en Algérie, ils ont pour le moment choisi les coups de force. C'est clair, leur entêtement à refuser toute solution politique provient d'un refus obsessionnel de prendre le chemin de la transition, mais surtout de perdre le monopole politique qui pérennise leur système, mais surtout leurs privilèges. Nous voilà donc devant une espèce de quadrature du cercle, parce que, à mon avis, ça sera le cas aussi longtemps qu'il n'y aura pas un véritable compromis politique négocié, un dialogue transparent qui associe la population, car le premier et le plus important des dialogues, c'est d'abord entre Algériens qu'il doit se faire. Il faut sortir de la politique du mépris pour rentrer dans une politique de dynamique de paix. Pour le moment, le système en place il est incompatible avec un minimum de démocratie procédurale, avec un parlement représentatif. Il est aussi antinomique avec toute volonté de changement, même un changement progressif, graduel, maîtrisé, avec ce qui reste d'éléments patriotiques, que ce soit au sein du sommet de l'État ou même au sein de l'armée, parce que je crois sincèrement qu'il y a des éléments patriotiques dans toutes les structures étatiques. Pour le moment, le pays demeure géré par des réseaux occultes, informels, souvent mafieux, qui opèrent donc en parallèle du pouvoir formel. On a donc ici à ce que les politologues appellent une sorte de gouvernement privé indirect. C'est donc une sorte de gestion de crise exercée par des réseaux occultes, sans reddition de compte et dans l'impunité la plus totale. Pour moi, ce qui s'impose aujourd'hui en Algérie, c'est une sorte de travail de balisage, en précisant d'abord les principes qui constituent les piliers d'un système démocratique minimal. Nous devons donc consacrer, je le répète, le rejet de la violence pour accéder au pouvoir, le respect de l'intégralité des droits humains, à la fois les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, peut-être même la troisième génération de droits qui sont les droits écologiques, le respect des libertés individuelles mais aussi collectives, sans distinction de sexe, parce qu'il faut également consacrer les débats qui imposent la nécessité de repenser les mentalités masculines, l'égalité entre les sexes, la question de l'alternance, la liberté de conscience, autant de principes qui devraient normalement être enchâssés dans une assemblée constituante dotée d'une réelle légitimité démocratique. Moi, cette idée d'assemblée constituante, j'y crois fondamentalement, et je sais qu'il y a des camarades également du PSD qui y croient, et j'ai cru peut-être mal lire, mais même un type comme Saïd Saadi vient de se rallier avec 50 ans de retard. Il faut donc renforcer, à mon avis, ce qui peut contribuer à l'autonomie du politique, mais à la fois à l'égard du religieux, mais aussi à l'égard du militaire, à l'égard du policier, et à l'égard aussi, bien entendu, comme l'a dit Omar Aklouf avec beaucoup d'expertise, à l'égard de la logique économiciste néolibérale, parce qu'on voit très bien que même les États de droit, avancés au sens démocratique, comme les États occidentaux de démocratie libérale, ils sont de plus en plus dépouillés face aux transformations du transnationalisme et de la logique économique dominante. Je pense que dans le contexte actuel, même les embellies financières seront englouties dans la logique de prédation mafieuse qui domine dans le pays. Ça, Hossein Malti l'a très bien expliqué, car ni l'argent, ni même ces milliards dont ne cesse de parler Bouteflika et son entourage, ni même les meilleurs projets nous permettront de développement économique et social, quand ce qui règne d'abord, c'est le règne du non-droit. Aucun programme politique ou économique, qu'il soit d'ailleurs libéral ou non, qu'il soit de droite ou de gauche, ne peut être valable dans le système de non-droit. Nous sommes en Algérie dans un système de non-droit, et c'est là, à mon avis, tout le rapport avec la question de l'indépendance de la justice notamment. Le droit, pour moi, ce n'est pas juste de la philosophie abstraite, c'est du concret, et ce système algérien, pour le moment, il demeure réfractaire à la mise en place des règles minimales, finalement, devant consacrer des règles minimales de démocratie. Ce refus et cet entêtement deviennent pour moi criminels quand on connaît l'ampleur des problèmes sociaux, de cette paupérisation qui s'élargit au point où on se retrouve maintenant dans une reproduction de la société coloniale avec une couche aisée et de larges populations dans la misère et la précarité. Cela, à mon avis, est criminel dans le contexte de l'embellie financière dont dispose l'Algérie. Ce qui est grave, c'est que ce régime est non seulement incapable de résoudre les problèmes entre Algériens, mais il va même jusqu'à empêcher les Algériens de les résoudre par eux-mêmes. Je dirais que l'évidence historique aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas eu vraiment de vie politique depuis l'indépendance. Faute de la participation des citoyens et des citoyennes dans tous les domaines de la gestion de la cité, il ne peut y avoir de formation d'une classe politique. Une classe politique, ce n'est pas quelque chose qui est un phénomène de génération spontanée, elle est l'aboutissement de compétitions pluralistes, et c'est de ça qu'on manque d'abord et avant tout. On ne peut aujourd'hui parler en Algérie que de classe politique en formation, dans une société qui a eu très peu d'occasions de s'exprimer et de s'organiser librement. Il est évident qu'à chaque fois que la parole lui a été rendue, la classe politique algérienne et le peuple algérien l'ont exploité avec une très grande maturité politique. Pour ma part, j'ai été ébloui, mais pas du tout étonné par la qualité des interventions de mes compatriotes que j'ai rencontrés lors de mes récents déplacements dans toutes les régions du pays. Je n'en étais pas du tout étonné, car une vie politique empêchée, il n'en demeure pas moins que les gens continuent à ruser avec le pouvoir et à débattre dans des petits circuits fermés. Donc ce sont ces circuits qu'il faut élargir.
Donc pour moi, il y a une classe politique en formation qui se bat malgré tout. On l'empêche de se former et de se développer par le déni du droit d'expression et à la libre organisation. Je ne vous apprendrai rien, vous savez tous que le verrouillage du champ politique et médiatique n'est pas en Algérie un phénomène conjoncturel. Il ne date pas de l'interruption du processus électoral. C'est un phénomène structurel qui découle de la nature très spéciale du régime algérien. Il y a évidemment un microcosme de castes dirigeantes qui cooptent les institutions. Il y a aussi le recours à la répression et les trucages électoraux. Tous ces phénomènes, globalement, ont empêché les Algériens et les Algériennes de s'immiscer dans leurs propres affaires. En Algérie, pour le moment, l'État est hanté, il est squatté par des gens qui osent d'une sorte de monopole illégitime et illégal de la violence et qui violentent la société en se plaçant au-dessus d'elle. Là, je pense qu'on une vénération. Aussi longtemps que la nature du régime n'a pas changé et que l'État n'est pas remis à l'endroit, on restera donc dans la logique matérielle et mafieuse et dans le règne de la hokra et de l'arbitraire. Il ne peut pas y avoir d'alternative en dehors de la société pour moi. Et c'est la société qui sauvera l'Algérie du pouvoir politique. Avec ce qui reste en Algérie d'éléments patriotiques dans ce pouvoir, bien sûr, mais à condition que la société puisse s'exprimer librement. Or, c'est précisément pour empêcher l'émergence d'une alternative que le pouvoir consacre aujourd'hui beaucoup de ressources humaines et financières à domestiquer les partis et à empêcher la liberté associative et le pluralisme, ce pluralisme qu'il soit linguistique, journalistique, syndical ou culturel. Je fais allusion ici à la question amazigh qui doit être pensée dans une perspective pan-maghrébine d'ailleurs, parce que je pense que la mazirité, si nous la réfléchissons en dehors du culturalisme, elle peut très bien consolider à la fois la cohésion algérienne, mais l'unité maghrébine. Devant ce constat, il est important de regarder, à mon avis, et d'évaluer les mouvements politiques et sociaux émancipateurs, à la fois en Algérie et dans la sous-région, en tant que réalité plurielle. Ces réalités sont d'abord enracinées dans le vécu concret des gens. Il faut cesser d'appréhender ce qui se joue dans nos pays à partir de catégories d'analyse eurocentristes ou avec des équivalents idéologiques des catégories politiques occidentales. Nous découvrirons, à mon avis, une richesse et une complexité inouïe de nos sociétés. Il est important aussi de dire que l'émancipation peut prendre des formes singulières et que tout cela doit nous inviter à nous ouvrir sur des formes inédites. Ce qui est observé aujourd'hui en Algérie, au Maghreb et au Proche-Orient, c'est l'émergence sur la scène sociale et politique d'acteurs sociaux qui n'avaient jusque-là pas vocation à s'exprimer sur les choses de la cité. Nous assistons à l'irruption du peuple dans l'arène politique, dans des sociétés où le politique a toujours été une affaire de rapport de force brute. Ces révoltes en Algérie et ailleurs nous montrent ce dont les peuples sont capables d'ailleurs au-delà des seules séances électorales. Nous sommes, à mon avis, témoins d'une appropriation des espaces publics, de formes de mobilisation inédites. C'est donc le politique qui se libère et s'autonomise dans des sociétés où malheureusement nous avons tendance à penser que c'est face au seul pôle religieux qu'il faut s'affranchir. C'est de cela, à mon avis, que les peuples de cette partie du monde ont pris conscience, même si les réponses politiques élaborées pour le moment demeurent fragiles. Il ne faut pas non plus oublier d'être vigilant face aux agissements qui tentent géopolitiquement d'instrumentaliser à d'autres fins les revendications citoyennes qui peuvent, à l'occasion, s'épancher par des canaux religieux. Ma conclusion, à mon avis, le Maghreb d'aujourd'hui sera le théâtre d'une lutte dialectique entre les forces qui aspirent à plus de démocratie et d'égalité et les forces du statu quo, de la contre-révolution. On le voit en Tunisie déjà. Les grandes puissances vont s'ajuster en fonction des rapports de force internes, parce que depuis la Tunisie, on a assisté quelque part à une sorte d'effet domino immédiat au sein de l'espace maghrébin et proche-oriental, en raison des fortes demandes démocratiques, mais surtout du régime inféodé à l'ordre dominant. La Tunisie, nous lui devons beaucoup, parce qu'elle a réhabilité à l'échelle maghrébine et africaine l'impératif révolutionnaire initié par les luttes de décolonisation et qui a été entravé depuis par plusieurs forces internes et externes. Le scénario qui se profile pour moi, il consiste pour les peuples du Maghreb à éviter que les forces réactionnaires et du statu quo, en jonction avec des forces extérieures, n'entravent ou n'infléchissent le processus démocratique en raison de la question de la dette, de la reprise de la croissance ou d'autres raisons. Sur le plan géostratégique, je vais finir là-dessus, il importe d'alerter l'opinion publique maghrébine en général et africaine, en vue aussi de dénoncer les tentatives des États-Unis et de l'OTAN d'en créer un commandement militaire, l'AFRICOM, à l'échelle du continent. Il faut aussi être vigilant face aux entreprises privées de mercenariat qui activent en sous-main sur le continent africain. Tout cela, à mes yeux, se profile comme une sorte de mise sous tutelle des armées de nos pays par les grandes puissances, sous le fallacieux prétexte de logistique et d'encadrement. Il importe aussi, dans une logique opposée au militarisme, d'œuvrer au démantèlement des bases militaires étrangères à l'échelle du continent. Pour le moment, c'est le secret qui entoure cet enjeu. Je dirais maintenant, pour finir, en 30 secondes, quelques mots du point de vue des aspirations populaires. À ce niveau, ce qui se profile pour moi, c'est une réelle prise de conscience
quant au fait que les régimes politiques en Algérie et ailleurs sont des régimes illégitimes. Tout au plus, ces régimes, à mon avis, ne peuvent que gagner du temps en vue de différer leur chute que je considère inéluctable dans la forme actuelle. Le Maghreb des peuples qui m'est cher et auquel je plaiderai toute ma vie, c'est une idée qui chemine largement au sein des populations. Je crois en tout cas avec force que c'est de façon fédérée et solidaire que nos pays pourront affronter les défis de la phase actuelle de la mondialisation, mais surtout pour mieux peser face à l'Europe et mieux résister face aux grands de ce monde. Pour cela, il faut que les régimes qu'il importe de construire aient un réel ancrage populaire. Nos régimes doivent cesser d'acheter leur légitimité à Paris et à Washington. Une telle légitimité, pour moi, je la qualifie de néocolonialiste. Elle n'octroie à nos dirigeants qu'une sorte d'allié subalterne dans le système mondial actuel. C'est une légitimité achetée à l'étranger qui ne consolide que les élites affairistes adossées à l'armée au service de sécurité. Pour moi, le Maghreb a la possibilité de multiplier par 10 le niveau de ses échanges économiques à l'échelle régionale à moyen terme. En ce sens, le potentiel du Maghreb, il est équivalent de celui des pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, mais, qu'on s'entende, l'intégration maghrébine à laquelle je crois n'est pas l'intégration néolibérale de type NEPAD, Obasanjo, Ouad et Bouteflika. C'est une intégration qui doit être pensée en termes de résistance, d'alliance et de solidarité entre les peuples maghrébins et africains trop souvent spoliés. Malheureusement, et je conclue là-dessus, les élites locales dans nos pays ne pensent généralement qu'en termes d'ajustement et d'alignement dans la course en faveur d'une modernité qui asservit. Et nos élites, qu'elles soient islamistes ou modernistes, elles sont dans l'ensemble fascinées par le modèle productiviste et consumériste, et elles sont trop souvent soucieuses de rassurer et de séduire les grandes puissances. Merci, M. Mouloud. J'interviens pour un point d'ordre. Par respect à notre public et par respect aux organisateurs de cette conférence, nous nous démarquons de certaines pratiques qui ne sont pas saines politiquement. Cette tribune, elle est plurielle, donc si quelqu'un veut organiser une activité quelconque, politiquement soutenir un quelconque candidat, nous l'invitons à organiser sa propre conférence et son propre salon. Nous nous démarquons complètement par rapport à cette démarche. Bravo. Merci Azdine pour cette mise au point. Donc je remercie Mouloud et sans tarder je vais passer la parole au professeur Sid Ahmed Soussi. Donc, je remercie particulièrement aussi l'apport, l'aide à l'organisation de cette journée. Et ce qui me touche aussi particulièrement, c'est son champ de compétences, parce que trop méconnu, trop peu étudié, le champ des syndicats autonomes en Algérie, je pense que c'est un enjeu important. Les luttes sociales et les syndicats autonomes algériens, c'est un sujet d'étude qui est trop méconnu. Et je remercie le professeur Sid Ahmed Soussi de sa contribution. Merci. Bonjour tout le monde. Comme Walem vient de le noter, je suis sociologue du travail et du syndicalisme, du champ politique et de l'évolution contemporaine, non seulement du monde du travail, mais également aussi des mouvements sociaux liés au travail en Algérie. Alors, je me garderai bien d'orienter mon exposé dans un cadre macro-politique général, mais je pense que d'autres sont ici mieux que moi. Ce qui m'intéresse en particulier dans cet exposé, c'est le fait que le syndicalisme autonome, ou l'action syndicale autonome, notamment dans les pays du Sud, a ceci de caractéristique qu'elle est un excellent indicateur de l'état du champ politique, notamment du niveau d'ouverture du champ politique et des capacités de développement d'une alternative démocratique. C'est en cela que c'est intéressant. Alors, que se passe-t-il, qu'en est-il de l'Algérie? Alors,